Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages, 90 minutes et 2 grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 3 juillet. Le serment d'une candidature unique et d'un programme commun à gauche signé par le Parti Socialiste, les écologistes, Génération.s et d'anciens insoumis. Il manque donc LFI, le Parti communiste et Place Publique de Raphaël Glucksmann. Vous l'avez compris, l'union est loin d'être garantie, d'où cette question posée dans une minute à nos invités. La gauche peut-elle gagner la présidentielle? Et puis dans la seconde partie de notre émission, on imagine une France où le réchauffement monterait à plus 4 degrés. Le constat qui est fait au niveau international, c'est que s'il n'y a pas de mesures additionnelles prises par les États, eh bien donc la planète se réchauffera de 3 degrés d'ici 2100. Et 3 degrés d'ici 2100, donc ça se traduit par 4 degrés pour la France métropolitaine et la France hexagonale. Pour adapter nos infrastructures, nos écoles, nos lieux de travail, notre système de santé à plus 4 degrés, il faudrait dépenser des sommes astronomiques. Comment faire? Faut-il, par exemple, renoncer aux éoliennes et tout miser sur le nucléaire, comme le propose Bruno Retailleau? Il l'a fait aujourd'hui. Ne risque-t-on pas de prendre encore plus de retard? Ne ratez pas l'analyse, la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la gauche unie, mais pas trop. L'histoire d'un serment du jeu de paume version 2025 raconté par Jean Barrère. La gauche se met en ordre de marche et prête le serment de Bagneux. Mercredi, socialistes, verts et personnalités de gauche ont acté le principe d'une candidature commune en 2027 autour d'un projet commun. Et c'est Lucie Castet, celle que le nouveau Front Populaire s'était choisie comme candidate à Matignon, qui l'annonce. Nous voulons ce jour, avec tous les partenaires ici présents, renouer avec l'espoir et engager une dynamique populaire qui fera gagner la gauche et les écologistes en 2027. Autour d'elle, des personnalités d'un spectre large qui vont d'Olivier Faure, réélu premier secrétaire du PS lors du congrès en juin, à François Ruffin, électron libre qui a rompu avec LFI. Nous avons acté à la fois que nous aurons un programme commun et que nous aurons un candidat commun. C'est pas rien. C'est pas rien pour desserrer l'étau entre l'extrême droite et l'extrême argent. Comment désigner ce candidat? Pour l'heure, le principe d'une primaire n'est pas entériné. Le PS espère d'abord rallier Raphaël Glucksmann. Car l'union n'est pas totale. Outre Place Publique, LFI et le Parti communiste manquent à l'appel. Que vous avez vu qu'il y avait des absents aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé. On fera tout ce qu'on peut pour qu'ils soient au rendez-vous des réunions suivantes, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce n'est pas le moment de jouer au jeu des 7 différences, parce que ce n'est pas le moment de couper les cheveux en 4. Dans une lettre adressée à Lucie Castet la veille de cette réunion, Fabien Roussel avait justifié l'absence du PCF, invoquant notamment l'absence d'accord sur les candidatures aux municipales. Même son de cloche côté LFI, Jean-Luc Mélenchon ayant déjà annoncé sa candidature pour 2027. Cette dynamique d'union, on le sait qui est quasiment exclu que LFI et Jean-Luc Mélenchon s'y rallient d'une manière ou d'une autre. Ça crée quand même, on pourrait dire un espoir, on pourrait dire pour une bonne partie des électeurs en France qui se situent à gauche et qui, à 80% d'entre eux, si on prend les sondages, sont plutôt dans une dynamique d'union et dans une dynamique unitaire. Un début pour le camp de la gauche qui n'a voulu fermer aucune porte. Le Front Populaire 2027 a encore un long chemin semé d'embûches devant lui. La gauche peut-elle gagner en 2027? C'est la question que je pose à mes invités. Marc Lazare, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po et vous publiez Crisis and Challenges of the European Left. Merci du défi du titre en anglais qui vient de paraître aux éditions Feltrinelli. Donc c'est un livre en anglais chez un éditeur italien. C'est la classe quand même. C'est l'Europe et c'est la classe. De tout un travail qu'on a fait en anglais pendant près de 2 ans. Oui, et ça va nourrir évidemment en partie notre débat. Alors Salvin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale de Verian France. Or Marleval, bonsoir et bienvenue. Grand reporter à Marianne. Et Tam Tranui, bonsoir Tam. Bonsoir éditorialiste politique, bienvenue à vous. Je vous pose la question générale de ce débat. La gauche peut-elle gagner la présidentielle, Marc Lazare? D'abord, je crois qu'on est en 2025, ça vous a pas échappé. Oui, il y a des municipales et on va en parler d'ailleurs. C'est l'étape fondamentale. Ouais. Ça, franchement, c'est l'étape fondamentale, on y reviendra. Si on votait demain, je pense que je pourrais vous dire, sans trop me tromper, que la gauche ne gagnerait pas. Ouais. Étant donné les résultats
résultats des élections précédentes, le taux, un des pourcentages les plus faibles dans l'histoire de la gauche, le pourcentage électoral. Et on le voit très bien dans votre reportage, l'ampleur des divisions. Division entre cette gauche qui essaye de s'organiser. D'ailleurs, c'est étonnant l'expression qu'on emploie de plus en plus, gauche non mélanchoniste, qui fait penser pour les années 60, 70 du XXe siècle, ce qu'on appelait la gauche non communiste. Donc on voit bien que c'est déterminé, beaucoup de choses sont déterminées par la puissance, même si elle est un peu écornée en ce moment, je crois qu'on y reviendra, de LFI. Oui, mais c'est quand même un signe de faiblesse de se définir par rapport à un autre. Bien évidemment. Ouais. Et division, donc, avec LFI qui n'y participe pas. Fabien Roussel, qui lui-même, dans son parti, est contesté par sa position, puisque depuis une vingtaine d'années, le Parti communiste hésite toujours à avoir un candidat et en même temps se rallier à un autre candidat. Et Fabien Roussel essaye de défendre l'identité et la raison d'être de son parti. Raphaël Glucksmann. Et puis quand vous prenez tous ces candidats, mais c'était extraordinaire. Avec votre reportage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a François Ruffin qui parle et il y a Clémentine Autain et Marine Tondelier. Au moment où, elle parle de candidature commune, les deux se regardent comme si la compétition était déjà engagée. Lancée, Et juste un point, il y a une question de fond, c'est à quel électorat s'adresser. Bien sûr. Justement, à quel électorat s'adresser Laure Salvin. Et peut-être la formule de Marine Tondelier qui dit c'est pas le moment de jouer au jeu des 7 différences. Justement, comment les électeurs de gauche le perçoivent, ce jeu des 7 différences et la capacité de ces personnalités à construire un programme commun? Je crois qu'effectivement, même plus généralement, au-delà des électeurs de gauche, il y a une vraie volonté de la part des Français d'union et de s'unir davantage autour de projets communs. Les électeurs de gauche, ils ont été un peu orphelins pendant ces dernières années, avec des scores très bas aux dernières élections. Une pointe d'espoir quand même avec Raphaël Glucksmann, et je pense que ça va être un des enjeux majeurs pour Front Populaire 2027, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rallier Raphaël Glucksmann, parce que c'est lui vraiment qui, dans l'opinion aujourd'hui, perce, contrairement aux autres personnalités politiques. Ouais, on regardera le baromètre que vous publiez dans le Figaro Magazine. Tout à fait. Aujourd'hui, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'effectivement, les électeurs de gauche, je pense qu'avant même de trouver la personnalité politique qu'ils vont pouvoir soutenir, c'est surtout quel est le programme commun qu'ils vont défendre. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets, notamment de la part des responsables politiques de gauche, qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été abordés. Des sujets importants pour les Français, par exemple la sécurité, qui est la 3e priorité des Français. Sur la sécurité, le Parti socialiste, les écologistes ont encore du mal à avoir une position très claire et très commune. Et très commune. On va écouter, vous allez peut-être nous raconter l'ambiance de ce serment signé à Bagneux. Je vous propose d'écouter l'un des participants, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Je considère qu'aujourd'hui, c'était un grand jour pour la gauche et pour les écologistes, que nous avons au fond prêté un serment, celui d'un jeu de paume particulier, celui de la gauche et de l'écologie. Nous nous sommes les uns et les autres dit ce que nous voulions faire sur les 2 prochaines années, ne pas laisser le monopole de l'alternative à l'extrême droite, ne pas lui laisser la possibilité d'être la seule façon d'incarner le changement par rapport à la politique conduite depuis bientôt 8 ans par Emmanuel Macron et les siens. C'était quoi l'ambiance à Bagneux hier, en Malval? Écoutez, moi, je n'y étais pas et je pense que j'étais peut-être une des rares journalistes qui n'y était pas parce qu'il y avait beaucoup de journalistes et c'est ça, en fait, qui ressort. Alors, bon, évidemment, c'est une conférence de presse, c'est un événement organisé pour les journalistes. C'est logique qu'il y en ait. Mais il n'y avait pas un élan populaire, ce que vous voulez dire, quoi. Non, et en même temps, c'est entendable parce que c'est très tôt et qu'en fait, ce Front populaire veut un petit peu, et c'était dit dans le discours des uns et des autres, ressusciter l'espoir qui était né justement il y a 1 an au moment de la constitution du NFP ad hoc pour gagner, pour tenter en tout cas de sauver des sièges aux élections législatives. Et je pense que c'est ça la très grande différence, c'est que là on essaye de reproduire une méthode qui a marché pour une élection en particulier face à un péril qui est toujours le même contre lequel se soude la gauche et qui lui évite de penser un petit peu au reste, qui est le péril de l'extrême droite. Et en fait de vouloir répliquer cette méthode-là pour l'élection présidentielle, c'est extrêmement difficile parce que ces élections n'ont
rien à voir. C'est pas l'élection présidentielle une addition justement de sièges à sauver et d'accords, je dirais, de tambouille aussi entre partis. Et c'est déjà ce à quoi malheureusement ressemble ce Front populaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez eu un texte du TOC, du courant du texte d'orientation du PS qui a dit qu'Olivier Faure n'avait pas de mandat pour le négocier, pour être présent et pour s'engager au nom du PS et que ça aurait dû être ratifié par un bureau. Donc on voit déjà que tout de suite ce qu'on veut vendre comme un bel élan unitaire, comme du commun qui a été répété, on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une parole performative. Plus on répète commun, peut-être que ça finira par se créer. On en est encore loin parce que même au PS aujourd'hui la question n'est pas encore réglée. Tam ? Oui, le problème aussi, c'est que quand on joue au jeu des au moins 3 différences avec l'année dernière, entre le nouveau Front populaire et le Front populaire, d'une part, il manque LFI, les communistes, il manque Raphaël Glucksmann. Oui. Et puis, si vous interrogez certains qui, effectivement, ne sont pas tout à fait de la ligne Olivier Faure, et c'est quand même quasiment la moitié du Parti socialiste. On rappelle qu'il a gardé son poste de premier secrétaire, mais c'était serré. Hein. Voilà. Et donc, tous ceux qui sont plutôt partisans de la ligne Maillard-Rossignol, moi, j'en avais interrogé avant ce mercredi, ils nous ont dit, moi, j'aurais piscine mercredi. J'ai pas du tout envie d'y aller. Lucie Castet, pour moi, ça ne représente... ça parce que c'était la canicule. Sans doute. Les esprits étaient échauffés. Non, mais pour eux, Lucie Castet ne représentait pas grand-chose. Ils estimaient que c'était monté par Lucie Castet, Marine Tondelier, dont ils regardaient avec méfiance la proximité avec Marine Tondelier, en tout cas la France insoumise, et ils n'étaient pas du tout enclins à cautionner ce qu'ils considèrent comme, je les cite, un objet politique non identifié. Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup de divisions, même à l'intérieur des partis. Ouais, le serment du jeu de paume des députés du tiers-État, j'ai recherché la date 20 juin 1789, les États généraux convoqués par Louis XVI. Bref, Marc Lazare... la comparaison est osée. Voilà, je vous laisse dire la phrase et terminer ma question. Mais absolument, c'est la définition du tiers-État par Sieyès qui est à l'origine de tout ça. Non, je crois... Bon, mais c'est normal. On est effectivement dans un moment de communication, une tentative par ces différents regroupements. Et c'est ce qui est d'ailleurs frappant, parce que c'est des partis... C'est presque une alliance, je vais être un peu sévère, une alliance des faibles, vraiment des faibles. Parce que le Parti socialiste, vous venez de le rappeler, est très divisé. Je ne connaissais pas cette contestation qui a immédiatement surgi, mais on sait qu'il est marqué à la culotte, excusez-moi de cette expression. Olivier Faure, qu'est-ce que représentent les écologistes? Marine Tondelier a une certaine emprise, si j'ose employer ce mot, sur les Verts, mais on sait qu'elle aussi est contestée en interne. Et les autres... c'est quoi Génération, c'est plus grand-chose. Après, ça regroupe les dissidents des Insoumis, dont Clémentine Autain est une bonne représentante. Et alors, il y a un cas, moi ça m'intéresse du point de vue de l'analyse du système des partis, parce qu'il y a aussi François Ruffin qui a son mouvement personnel. Il a créé son mouvement personnel, debout derrière François Ruffin, il faut l'entendre comme ça. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit des structures ici anciennes, c'est-à-dire des partis, le Parti socialiste, affaibli, les Verts, qui sont une formation partisane, et donc le Parti socialiste et les Verts. Et à l'extérieur, on a 2 types de mouvements qui ont des grosses différences fondamentales, politiques et sur des sujets essentiels, idéologiques, programmatiques, c'est-à-dire la France insoumise et Place publique, mais qui en fait appartiennent à ce qu'on appelle de plus en plus des mouvements personnels, qui prétendent, et qui le font parfois, qui concertent, qui font de l'horizontalité, qui essayent de monter des programmes, ce qu'a expliqué par exemple Raphaël Glucksmann avec Place publique, sa vision, comme il l'a dit, c'est la première étape, et j'ai nourri, a-t-il dit, ma vision de tant de rencontres, mais qui en fait sont des mouvements personnels. Et donc c'est vrai qu'on a 2 leaders. C'est-à-dire qu'on a Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, et là, il y a un problème d'incarnation, et il va y avoir des rivalités très dures, si jamais il y a une primaire, entre eux. Parce que on voit bien ceux qui sont déjà sur la liste, on les voit derrière vous. On les voit en photo, pas Lucie Castet. Pardon ? Pas Lucie Castet. Non, effectivement. Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, Olivier Faure. Oui, voilà. Je me retourne, mais derrière vous, on la voit, Lucie Castet. Alors, on va s'appuyer sur votre baromètre. Tiens, oui, juste. Allez-y. Je voulais juste faire un petit commentaire, effectivement, sur cette présentation d'Olivier Faure, qui, en effet, annonce une union, mais pour marquer une opposition, et pas une union vers un élan, vers quelque chose de positif. C'est quand même très révélateur, ça aussi, d'être systématiquement positionné contre donc le Rassemblement national, contre l'extrême droite, sachant que vous avez aujourd'hui un Français sur 2 qui considère que le RN ne représente pas un danger pour la démocratie. La première fois en 40 ans de baromètre qu'on fait pour le monde. Donc, je trouve qu'il
y a quand même un décalage entre le discours des représentants de la gauche et puis les aspirations des Français. Je ne suis pas sûre que les Français soient déjà dans la stratégie politique à date et qui sont plutôt sur des choix de fond et sur des projets et beaucoup moins sur une opposition déjà frontale. Alors, je vais quand même m'intéresser aux personnes en m'appuyant sur le baromètre qui paraît, que vous publiez pour le Figaro Magazine ce week-end, baromètre politique. La première personnalité de gauche, on va voir déjà les 8 premiers, c'est Raphaël Glucksmann, c'est ça? C'est Raphaël Glucksmann qui fait une très belle percée dans le baromètre depuis un an. Effectivement, il ne fait que progresser, à la différence effectivement des autres personnalités de gauche qui arrivent, mais vraiment dans un... donc Raphaël Glucksmann est à 24%. Bon, il est 8e, 24%. Ensuite, effectivement, on a un trio. Alors après, on passe d'autres personnalités de droite ou du centre, mais on a un trio à 19%. Fabien Roussel, François Ruffin, Bernard Cazeneuve. François Hollande, Olivier Faure, 14. À 15-14, effectivement. Et puis ensuite, il y a le groupe des 13%. Voilà, le groupe des 13%. Marine Tondelier, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, 13%. On est, je rappelle que Jordan Bardella est à 39%. Hein. Bon. Ouais, et Jean-Luc Mélenchon, qui depuis 2017 n'a fait que effectivement régresser. On se souvient, en 2017, il avait atteint 47% de cote d'avenir. C'est une cote d'avenir qu'on Oui, c'est ça. La question, c'est souhaitez-vous voir cette personnalité jouer un rôle important au cours des mois ou des années à venir? Exactement. Donc c'est une question de projection. Donc c'est intéressant. En 2022, il était à 29% de cote d'avenir. Aujourd'hui, 13%. Et auprès de ses propres sympathisants, auprès de l'extrême gauche, vous avez 40% des électeurs d'extrême gauche qui souhaitent lui voir un avenir politique en France. Seulement 40%. Vous avez 60% qui considèrent effectivement qu'il n'est pas forcément la bonne personnalité pour incarner ce courant politique. Et pourtant, tiens, on va s'intéresser à la personnalité et au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Il sera candidat, Aurore Malval. C'est une évidence. Quoi. Oui, parce que aussi, il regarde s'agiter. Alors, bien sûr, il a écrit une note de blog pour réagir à ce serment du jeu de paume où il est évidemment très Mélenchon, très, très caustique, il se moque un petit peu de cet aréopage des perdants. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon, il regarde ça aussi en se disant c'est moi qui a été candidat à 3 présidentielles. Alors certes, qu'il a perdu, mais j'ai fait 22%. Faites mieux. Là, quand on voit effectivement ce qui se dessine, c'est pas pour Jean-Luc Mélenchon la plus grande compétition. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il a choisi son adversaire, et c'est Raphaël Glucksmann. Il met en scène cette opposition qui d'ailleurs convient très bien à Raphaël Glucksmann. C'est 2 visions totalement aux antipodes de ce que peut représenter la gauche. Et finalement, il n'a qu'un peu de mépris pour ce qui pourrait se passer dans ce ventre mou. Après, c'est intéressant. Évidemment que lui sera candidat, sera probablement sa dernière candidature, mais c'est la fin de ce cycle, en tout cas, qu'il a amorcé. Qui pour lui succéder de toute façon à la France insoumise? Ça semble extrêmement peu probable qu'une personnalité émerge. De toute façon, il y a aussi beaucoup de têtes, justement, qui sont tombés, qui auraient pu être des dauphins ou des prétendants à ce titre. Donc évidemment, c'est lui qui s'impose. Et en même temps, avec une stratégie, alors effectivement, il n'est jamais très haut, il est souvent sous-estimé dans les sondages, même, alors encore difficile... Attention, pas forcément sous-estimé. De toute façon, nous avons été accusés par LFI de sous-estimer, effectivement. Là, nous sommes à 2 ans. Bien sûr, on est à 2 ans. Et c'est pas une sous-estimation, c'est un état... C'est l'état des lieux. Disons qu'il fait souvent mieux que ce qui est pronostiqué aussi, parce qu'il y a ce réflexe à gauche, il y a une union, il est aussi... Alors, toute la gauche dit, aujourd'hui, la gauche social-démocrate dit que Jean-Luc Mélenchon est un très mauvais candidat de second tour, parce que, justement, il a cette stratégie du clivage, de la radicalité, qui décourage les électeurs, on va dire, qui sont plutôt... Et puis, si on regarde les baromètres, c'est la personnalité politique la plus rejetée. La plus rejetée, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un très bon expert et très bon compétiteur et très bon candidat, et c'est vrai qu'on l'a vu systématiquement pour chaque élection, il partait relativement d'assez bas. Exactement. Et dans les derniers jours, il y avait effectivement une remontée spectaculaire. Si la gauche n'a pas d'autre chose à proposer que un combat contre l'extrême droite et une union un petit peu sommaire pour dire non, no passaran, Jean-Luc Mélenchon peut tout à fait être en situation entre les deux tours de renverser, juste avant l'élection, pour justement capter un vote même de sociodémocrates qui tendrait plus vers un autre candidat aujourd'hui. On va écouter les raisons évoquées par Manuel Bompard pour justifier une candidature insoumise. C'était lors
lors du grand jury RTL Public Sénat du 25 mai dernier. Il y aura une candidature à la France Insoumise. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Nous, on a dit depuis le début que les Insoumis, on considère qu'en ayant fait 22% des voix à l'élection présidentielle, en ayant aujourd'hui le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale le plus nombreux, c'est notre responsabilité de proposer une candidature. Ensuite, nous, on souhaite créer les conditions pour que cette candidature, ça puisse être une candidature commune à d'autres. Puisque le programme, c'est un programme qu'on a porté ensemble il y a un an. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à le porter maintenant. 22% à la présidentielle, le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Oui, c'est légitime. On peut entendre ces arguments. Oui, mais bien sûr. C'est tout à fait légitime de la part de la France Insoumise. Et c'est l'idée, on a un candidat, si j'ose dire, naturel, qui a l'expérience, qui peut faire des très bonnes choses dans une compétition présidentielle. Et donc, la France Insoumise avance, en pensant que, justement, les autres seront incapables de s'organiser. Il y a le problème des Verts. Hein. Moi, pour le moment, ils sont dans cet aéropage qui s'est réuni. Mais... parce qu'il y a les élections municipales qui vont être, c'est vraiment déterminant, d'après moi, vraiment déterminant. On va y revenir si vous le voulez bien. Mais oui, il y a une dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il y a une dynamique. Pour le moment, il est très bas. Il est effectivement, d'après toutes vos enquêtes, il est dans une situation encore moins favorable que précédemment. Mais quel est son calcul ? C'est le vote utile à gauche qui l'a porté à chaque fois. D'une part, et puis est-ce que ça peut recommencer ? C'est ça la question. Parce que je pense que son calcul, comme le calcul de tous ceux qui se précipitent, parce qu'on est dans une situation absolument invraisemblable. On est en 2025 et chaque jour, il y a un nouveau candidat. Par exemple, il y a un nom que je prononce qu'on n'a pas encore prononcé, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen. N'oubliez pas qu'il a fait un grand rassemblement dans son stade et que, croyez-moi, il se prépare. Bon, voilà. Donc c'est pas seulement de la faute des journalistes si on est en train d'anticiper la présidentielle. Hein. Mais juste un point, il est en difficulté, mais comme tous ces candidats, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une multiplication des candidatures, c'est que tous pensent que le seuil d'entrée au second tour sera bas. Ouais. Et donc, il faut évidemment avancer au plus vite pour essayer de marquer l'opinion, profiter, y compris de la conversation, si j'ose dire, qu'on a ce soir, pour exister et pour se préparer à cette élection. Parce que l'idée, c'est d'être présent au second tour. Et dans le cadre de Mélenchon, c'est très clair, c'est de faire une campagne radicalisée pour essayer de mobiliser en même temps l'électorat de gauche, essayer d'arriver 15, peut-être, passer au second tour et là changer complètement entre les deux tours. Et vous avez tout à fait raison, c'est le grand rassemblement antifasciste, le fascisme est aux portes, et donc rassemblez-vous derrière moi. Et on pourrait même voir un Mélenchon, ce ne sera pas la première fois, qui reviendrait faire sa première identité républicaine, laïque, etc. Il est prêt à tout pour ça. Et c'est un excellent tribun. Donc exactement. Personne ne peut nier qu'il sache mener de belles campagnes présidentielles. Ça, c'est une évidence. Avec cette relation, on va s'y intéresser avec vous, Tam, entre le Parti socialiste et la France insoumise. Et je vous propose, avant de vous entendre, d'écouter celui qui n'a pas réussi à devenir premier secrétaire du Parti socialiste et qui, lui, incarne un courant qui veut rompre définitivement avec les insoumis. C'est Nicolas Maillé-Rossignol, le maire de Rouen. Il y a une ligne d'ambiguïté, puisque Olivier Faure ne souhaite pas sortir de l'ambiguïté dans le rapport entre le Parti socialiste et la France insoumise. Nous pensons qu'il est urgent, qu'il est attendu par les Français, qu'il est d'intérêt général que la gauche en général, que le Parti socialiste en particulier, sorte de l'ambiguïté et soit clair dans son rapport avec la France insoumise. C'est ce que nous avons proposé à travers cet amendement et nous regrettons, nous déplorons que cet amendement n'ait pas été accepté parce que c'était le seul élément qui nous séparait d'un accord. C'était le seul élément. Bon, le moins qu'on puisse dire, Tam, c'est que le mot alliance, pour parler du Parti socialiste et de la France insoumise, c'est un mot fragile, en quelque sorte. Oui, vous connaissez la chanson, hein, les histoires d'amour finissent mal en général. Alors, c'est l'histoire d'un mariage de raison entre deux alliés qui ne peuvent plus se piffrer, mais qui se tombent dans les bras dès que les circonstances l'exigent. Par circonstances, j'entends bien sûr certaines élections, et notamment les élections législatives. C'est bien à cette occasion qu'on les a vus main dans la main, dans le cadre de la NUP, ou encore du nouveau Front populaire, car c'est bien connu, dans le cadre d'un scrutin majoritaire, unis, on est plus fort, mieux vaut se partager les circonscriptions que s'épuiser dans les divisions, sauf que le reste du temps, ces deux-là ne s'entendent pas sur grand-chose. Effectivement, il y a plusieurs fois eu de l'eau dans le gaz. Oui, quelques heures à peine avant la constitution du NFP, il est désormais bien connu qu'Olivier Faure travaillait à une alliance de toute la gauche, sauf LFI, que les relations étaient plus tendues que jamais après une campagne délétère aux européennes, où LFI avait joué la carte de la polarisation, fait
porté une bonne partie de sa campagne sur Gaza et où le Parti socialiste avait réussi une percée inespérée avec Place Publique et sa figure de proue, le très anti-LFI Raphaël Glucksmann. Ils se sont tous réconciliés au cœur de l'été autour de Lucie Castet. Mais voilà, ce n'était qu'un amour de vacances. Toute cette année, ça a été « Je t'aime moi non plus », un coup la censure tous ensemble pour faire tomber Barnier au mois de décembre. Mais voilà que le Parti socialiste se désolidarise et donne sa chance à Bayrou avant le conclave sur les retraites. Une traîtrise pour LFI. Voici, on va la voir, l'affiche de la discorde. Elle met dos à dos Olivier Faure et Marine Le Pen. Elle n'a pas été assumée par tous les insoumis, elle a même été retirée. Mais elle en dit long, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et ça n'a pas été plus tendre à l'égard de la France insoumise lors du dernier congrès du Parti socialiste. Oui, c'était il y a donc une quinzaine de jours. Et voici ce qu'a dit Jérôme Gage de Jean-Luc Mélenchon, qui fut, faut-il le rappeler, son mentor en politique. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Voilà, quand on voit la violence de l'attaque, on comprend que le Parti socialiste se soit déchiré il y a 15 jours entre ceux qui veulent définitivement rompre et ceux qui veulent ménager la chèvre et le chou. Alors certes, Olivier Faure s'est engagé à ne pas conclure d'accord national avec LFI sur les municipales, mais ça coûte pas cher. LFI ne pèse pas grand-chose au niveau local, mais pour les législatives, c'est une autre paire de manches. Nicolas Mayer-Rossignol, qu'on a entendu tout à l'heure, réclamait l'assurance écrite qu'il n'y aurait pas d'accord national et programmatique avec les insoumis en cas de législative. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, dur de dire adieu à son ex. Il ne faut jamais dire jamais, en amour comme en politique. Effectivement, merci Tam. Allez, comme promis, on parle des municipales tout de suite. Je vous donne la parole dans un instant, mais Aurore Malval, effectivement, sur la capacité de nuisance, ou pas d'ailleurs, des insoumis, comment vous l'évaluez pour des sortants socialistes ou écologistes d'ailleurs? Je pense qu'elle est assez importante. Ouais. Les sondages, en tout cas, sont quand même à cet égard assez éclairants. On voit que certains, dans les métropoles, d'ailleurs je parle des sondages, mais on peut aussi se référer aux résultats qu'ont fait la liste de la France insoumise aux européennes, dans plusieurs métropoles, qui sont d'excellents résultats. Ça a été un peu passé sous silence parce qu'ensuite on est rentré très vite. On a basculé tout de suite dans la campagne législative, mais c'est vrai qu'on voit dans certaines villes, je pense à Grenoble, je pense à Strasbourg, même dans l'Ouest aussi, Lille, par exemple, on a vraiment des très bons scores et effectivement, une non-alliance peut en tout cas faire perdre plusieurs mairies à des socialistes et à des écologistes, et d'ailleurs encore plus à des écologistes, et on a bien senti que Marine Tondelier, d'ailleurs très très vite, a été assez magnanime, je dirais, avec Jean-Luc Mélenchon, ne veut pas la rupture parce qu'ils savent que certaines mairies, ils vont avoir besoin des insoumis aussi, d'ailleurs comme force de frappe, je dirais, militante sur le terrain. C'est toujours cette union de la gauche qui fait gagner, qui permet d'avoir une présence, un labourage, je dirais, du terrain, et qui est très importante. Ouais. Marc Lazare, alors il n'y a pas forcément d'accord national lors des élections municipales, mais en revanche, notamment côté écologiste, il va y avoir la tentation de nouer des alliances peut-être avec les insoumis dans certaines villes. Encore une fois, je pense que ces élections vont être déterminantes, pour les raisons qui sont indiquées. D'abord parce qu'elle est fille cette fois-ci. Jusqu'ici, Mélenchon enjambait les municipales. Ils s'en fichaient complètement. Ce n'était pas son objet. Là, la stratégie est annoncée avec une forte pression. Et effectivement, une élection européenne n'est pas la même chose qu'un scrutin municipal. On le sait bien, le rôle du maire sortant notamment est tout à fait important. Donc voilà, il faut introduire un certain nombre de nuances. Mais ça va être décisif. Et effectivement, les écologistes avaient gagné beaucoup de mairies importantes et vont être soumis eux aussi à une certaine pression de la France insoumise. Donc ça va être des enjeux qui vont à la fois déterminer des batailles locales, mais aussi va avoir des répercussions nationales et vont laisser des traces. Oui, dans la perspective de cette présidentielle dont on parle. Absolument. Et pour LFI, c'est important d'essayer de s'ancrer dans le terrain cette fois-ci. Et peut-être que Mélenchon, pensant lui-même à sa succession cette fois-ci, doit se dire il faut cette fois-ci créer véritablement la structure. Lui qui n'a jamais voulu entendre parler de parti, puisqu'il parle d'un mouvement gazeux. Mais là, ce mouvement gazeux doit essayer en quelque sorte d'avoir quelques atomes, si j'ose dire, dans certaines municipalités. C'est décisif pour le Parti socialiste. Et permettez-moi de rappeler une chose. Allons-y. Dans l'histoire du socialisme en France, il y a des moments de haute eau et des moments de basse eau. Dans les moments de basse eau, il y avait deux bases de repli du Parti socialiste, historiquement. Un, le secteur public et notamment les enseignants. Ils l'ont perdu.
ils l'ont vraiment perdu. Et le deuxième, c'est le socialisme municipal, ce qu'on appelait le socialisme municipal. Parce que ça voulait dire des gens et des militants qui devenaient des notables, mais au bon sens du terme, qui avaient une relation avec leurs clientèles électorales, qui étaient les municipalités étaient des laboratoires d'expérimentation, et ça remontait au niveau national du Parti socialiste. Oui, et puis une force mobilisable en cas de campagne présidentielle aussi. Et on oublie trop, quand on dit en 1971, François Mitterrand refonde le Parti socialiste, oui, il fait venir des gens nouveaux, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Jacques Attali, tout ce que vous voulez, ces talents venus de Sciences Po et d'ailleurs, mais aussi il va remobiliser tous ces socialistes municipaux. Quelques-uns d'entre eux vont refuser François Mitterrand parce qu'il fait alliance avec les communistes. Mais il s'est appuyé là-dessus. Si le Parti socialiste perd les villes que vous avez indiquées, Montpellier avec Delafosse, Nantes avec Madame Roland, Lille, ça sera terrible pour le Parti socialiste et notamment les batailles internes ne feront que immédiatement recommencer. Ces élections municipales, d'après moi, sont bien plus importantes en ce moment que l'échéance présidentielle. Plus exactement, c'est une chaîne et le premier maillon de la chaîne, ça va être les municipales. Laure Salvin, c'est compliqué parce que là, on a cité plusieurs villes, mais vous commencez à évaluer justement la capacité d'alliance dans ces villes pour les garder ou en remporter de nouvelles. Oui, alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, les contextes locaux jouent beaucoup. Il y a un sondage qui est sorti là, de nos confrères du Crédoc qui disent que 58% des Français souhaitent que leur maire soit réélu. Et je pense que ça va être aussi un des enjeux de ces prochaines élections municipales. Est-ce qu'on va être plutôt vers de la stabilité ou est-ce qu'on va être plutôt vers du dégagisme? Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, si c'était demain, je crois que les Français ont vraiment besoin de stabilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi qu'ils ne rejettent pas complètement, alors pardon, je parle de politique nationale, mais le gouvernement de François Bayrou. Même si François Bayrou n'est pas très impopulaire. Très impopulaire, mais malgré tout, les Français veulent le conserver. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on fragilisait trop la situation et le paysage politique, tous les secteurs d'activité en France sont touchés. Et donc, je pense que voilà, il y a cette question effectivement de souhait de la part des Français de stabilité ou de nouveauté. Oui, et vous parliez du maire de Saint-Ouen, mais est-ce que peut y avoir une fille, parce que là on a des figures derrière nous en photo, on a ceux qui ne sont pas sur cette photo parce qu'ils n'ont pas signé. Est-ce qu'il peut y avoir finalement un candidat ou une candidate qui émerge des municipales? Vous voyez ce que je veux dire, Marc Lazare? Karim Bouamrane, c'est son calcul. Pour le moment, à ma connaissance, c'est le seul. Il y a Caroline Delga, qui est à un moment donné comme présidente de région. Il a pensé, je crois, vous êtes peut-être mieux informé que moi, et pour le moment, on y pense un peu moins. Mais bon, pour le moment, dans les maires sociales, il y a un moment où on parlait beaucoup de Delafosse à Montpellier, comme une personnalité qui émergerait au niveau national. Apparemment, la bataille va être très dure à Montpellier, et il s'est concentré sur sa ville. Parce que Anne Hidalgo, pour le Parti socialiste, comme figure des municipales, n'a pas laissé un excellent souvenir. C'est vrai. Oui, bon, alors je remballe ma question. Merci beaucoup, Tam. C'est une façon élégante de me faire comprendre que c'était pas la meilleure question du débat, c'est ça? Non, c'est possible. En tout cas, ça rappelle des mauvais souvenirs sans doute. Effectivement. Peut-être, Aurore Malval, sur le programme, parce que vous nous disiez tout à l'heure que ce que demandent les électeurs, c'est peut-être d'abord qu'on construise un programme et qu'on se mette d'accord sur un programme avant de commencer à se dire qui va l'incarner. La difficulté de cette gauche non mélenchoniste, et je reprends votre définition à rebrousse-poil, c'est que justement son programme, il s'inspire de quoi? Il s'inspire de l'avenir en commun, il s'inspire du programme de la France Insoumise. C'est-à-dire que depuis quasiment, allez, je vais schématiser, les socialistes me le pardonneront, depuis François Hollande, il n'y a rien, en tout cas, n'a réellement imprimé chez les socialistes pour le peuple de gauche. Tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs même de la sécurité. C'est très éclairant. Le PS a fait 152 propositions sur la sécurité dans l'indifférence générale. C'était en mai, vous vous en souvenez? Moi pas. Et pourtant, je suis journaliste politique. Et donc, c'est ça le problème, c'est que rien n'imprime, c'est qu'il n'y a pas non plus d'immenses efforts programmatiques qui ont été faits ces dernières années, justement du côté de cette gauche non mélenchonisée. Et d'ailleurs, à chaque fois, quand on se dit, qu'est-ce que pense le PS ? Qu'est-ce que pense la gauche? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que pense la France Insoumise? Là, par contre, oui. Et effectivement, le programme qui a été bâti pour le nouveau Front Populaire, encore une fois, ce programme qui a été fait rapidement, a été le programme de la France Insoumise,
où les angles ont été un petit peu arrondis pour que tout le monde puisse rentrer dedans et signer ce programme commun. Mais finalement, là, on repart un petit peu de cette plateforme programmatique. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon rigole en disant, eh bien, on va encore enlever, on va encore édulcorer mon programme. Mais et d'ailleurs, il n'est pas le seul. La branche justement OPS, Nicolas Maillard-Rossignol et ses amis, je dirais, les taclent exactement pour la même raison, en disant on ne peut pas faire la rupture avec la France Insoumise en s'inspirant du programme de la France Insoumise. Et vous nous l'avez dit, la cible principale de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, c'est Raphaël Glucksmann. Ils disent un autre Macron est possible quand ils parlent de Raphaël Glucksmann. On va consacrer notre dernier chapitre au président de Place Publique, qu'on va écouter tout de suite. Alors lui aussi, il rejette totalement une alliance évidemment avec les Insoumis. On l'écoute. Ensuite, ce qu'on veut, c'est créer un rassemblement d'abord avec les socialistes, parce que ce sont nos partenaires privilégiés, et ensuite avec les écologistes et les humanistes de tous bords qui partagent notre ambition sociale, écologique, démocratique et européenne. Il n'y aura pas d'alliance nationale, de programme commun avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. C'est les moments de grande bascule, et nous vivons un moment de grande bascule, exigent une clarté absolue. Et j'accueille Audrey Betaz, bonsoir, bienvenue. On va faire un peu de politique fiction. Un Raphaël Glucksmann, candidat à la présidentielle, quel serait l'appareil derrière lui pour l'aider à aller jusqu'à l'Élysée? La question mérite d'être posée parce qu'on le sait, une présidentielle c'est un marathon, il faut des relais, il faut aussi des soutiens financiers évidemment. Alors Raphaël Glucksmann, derrière lui, il a un mouvement Place Publique, un mouvement plutôt jeune qu'il a cofondé en 2018 et qui revendique actuellement 12 000 adhérents. Alors à titre de comparaison, les Républicains actuellement c'est 122 000 adhérents revendiqués. Voilà pour la comparaison. Raphaël Glucksmann, il peut aussi compter sur quelques élus Place Publique. Je vais vous les présenter. On a 2 députés européens, notamment Aurore Lalucq et Thomas Pellerin-Carlin, qu'on va voir s'afficher. Un sénateur, Bernard Jomier, et 2 députés, Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, et Sacha Houlié, qui a rejoint Place Publique la semaine dernière. Il y a aussi des conseillers régionaux, municipaux. En tout, ça fait 350 élus, Thomas. Évidemment, quand je vous suis, je me dis ça pèse pas très lourd. Non, en effet, et c'est pour cela que Raphaël Glucksmann, il se concentre sur son projet qu'il a présenté le 23 juin dernier pour ensuite aller discuter avec les autres partis de gauche. On écoute le seul sénateur Place Publique. Si Raphaël Glucksmann disait aujourd'hui « je suis candidat pour être président de la République », ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens parce que ça ne répondrait à rien de concret pour les Français. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire « bon, voilà comment on a procédé pour les élections européennes. On a construit un projet, on l'a discuté ensuite avec le Parti socialiste qui a accepté d'aller ensemble, de fusionner les projets, d'aller ensemble. Et bien maintenant, on reprend la même démarche et on se tournera là beaucoup plus largement vers d'autres forces politiques, bien sûr, les écologistes aussi, bien sûr, ce qu'on appelle le centre-gauche. On peut dire que la manœuvre a fonctionné. L'an dernier, en s'alliant avec le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann a obtenu, on s'en souvient, 14% des voix. C'était le 3e homme derrière le Rassemblement national et le camp présidentiel. S'il confirmait l'essai, il pourrait bénéficier des relais du Parti socialiste et puis surtout du savoir-faire d'un parti qui finalement a l'habitude de mener des campagnes présidentielles. Mais bon, évidemment, Thomas, pour l'instant, rien n'est fait. Évidemment, on est à 2 ans de l'échéance. Merci beaucoup. Audrey, on va évaluer les chances de Raphaël Glucksmann. Je commence avec vous, Laure Salvin. Sur quoi repose sa popularité? Alors, sa popularité, déjà, il y a la nouveauté. Oui. Il fait partie, effectivement, des nouvelles figures de la politique. Quelque part, voilà, on parlait de cette appétence potentielle des Français à tester des choses nouvelles et notamment une façon de faire de la politique différente. Je pense qu'il y a beaucoup de fond aussi chez Raphaël Glucksmann. Et ce qui, d'ailleurs, différencie un petit peu l'électorat qui va plutôt le soutenir de l'électorat classique de gauche. C'est quand même une personnalité qui rassemble surtout des cadres, surtout des grandes métropoles, voilà, qui ne va pas forcément aller chercher les lecteurs socialistes traditionnels ou les lecteurs de gauche traditionnels plus rurales, de plus petites villes et CSP un petit peu plus employés ouvriers, vous voyez. Oui. Voilà. Donc il y a une bulle, clairement, Glucksmann, qui repose sur des idées fortes et puis sur des idées, sur un certain
certain nombre de fondamentaux qui persistent dans la pensée de Raphaël Glucksmann. Et ça, je crois que c'est important pour les Français, cette question de cohérence. C'est-à-dire que finalement, son projet, il est assez identique depuis de nombreuses années. Mais le problème, c'est effectivement qu'il n'arrive pas à l'heure actuelle à attirer vers lui un électorat plus traditionnel et aussi plus nombreux côté des électeurs de gauche. Marc Lazare, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail. Finalement, Mélenchon-Glucksmann, pour l'un et pour l'autre, c'est l'adversaire idéal en quelque sorte. Oui, bien sûr. C'est véritablement deux conceptions différentes de la gauche. D'ailleurs, on retrouve ça beaucoup dans toute l'Europe maintenant. Oui. Alors, là, il y a une modalité française. Mais d'abord, moi, pour Glucksmann, je pense que c'est le syndrome Macron de 2017. C'est-à-dire que vous avez présenté ce qui vient d'être présenté, on se dit c'est pas possible de gagner une élection présidentielle. Mais en 2016, je parle bien de 2016, quand Emmanuel Macron commence très sérieusement à penser à l'élection présidentielle, mais rappelez-vous les commentaires de l'époque, tout le monde disait c'est pas possible. Il n'avait pas de parti, etc. Bon, il y avait des tas d'arguments que d'ailleurs la plupart des gens qu'il consultait lui disaient. Donc il y a cette... Et je pense que du coup ça explique le comportement de beaucoup d'acteurs politiques, à commencer par Glucksmann. Le deuxième point, c'est que je pense que le calcul qu'il fait, c'est que qu'une partie de l'électorat anciennement macronien, surtout si c'est Édouard Philippe qui se positionne de plus en plus à droite, va peut-être pouvoir être capté du côté de Raphaël Glucksmann. C'est ça son calcul. C'est-à-dire de reprendre une partie de cet électorat qui a voté Macron et qui a continué de voter Macron malgré les désillusions. Et la troisième chose, ça va être comment cet homme qui a réussi une campagne européenne. Alors tout le monde dit c'est formidable, c'était quand même que 14%, mais bon, dans le contexte actuel, c'était pas mal. Comment il peut s'adresser sur des sujets régaliens, les questions de sécurité et d'immigration, qui est le problème de la gauche européenne aujourd'hui, pas simplement de la gauche française, comment il peut convaincre un électorat de gauche? Et là, il y a deux positions. Et ça, c'est très intéressant. Mélenchon, lui, il est clair, il le dit, il parle de la créolisation de la France. Et donc, il faut s'adresser aux marges, aux électeurs périphériques. Ruffin dit il faut essayer de gagner l'électorat populaire, c'est reprendre l'électorat populaire au Rassemblement national. C'est un vrai débat. C'est-à-dire, où est l'électorat de gauche aujourd'hui? Où est-ce que va se situer Glucksmann? À qui il va parler? Aux racisés, aux minorités, essayant de reprendre cet électorat à la France insoumise, ou est-ce qu'il va essayer de parler à l'électorat populaire? Et vu son pédigré, ça ne va pas être tout à fait simple. C'est plutôt un solitaire ou c'est un homme d'équipe, Raphaël Glucksmann, Aurore Malval? En tout cas, on voit un petit peu le microcosme qui est organisé autour de lui. C'est quand même un groupe relativement restreint où Raphaël Glucksmann est quand même décide. Enfin, c'est lui qui véritablement porte son projet. Et d'ailleurs, il en fait une aventure. On l'a dit tout à l'heure, une aventure assez solitaire. C'est quelqu'un, par contre, qui va devoir, à un moment, composer avec plus de monde, devenir un leader si il veut effectivement porter plus loin sa candidature. D'ailleurs, l'OPA qu'il essaye de faire, ou en tout cas à terme, sur la machine du Parti socialiste, si jamais c'était ce qui devait se passer, eh bien ça le forcera justement à essayer de composer avec d'autres, et d'ailleurs avec une machine à laquelle il n'est pas rodé, dans laquelle il a choisi plutôt de s'extraire et de mener cette aventure en solitaire. Donc c'est pas forcément dans sa nature et dans sa façon de faire les choses, même cette idée de la collégialité, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu d'ailleurs à cet égard-là, la comparaison avec Macron peut suivre aussi. On retrouve des traits similaires. Un dernier mot, Marc Lazare, de quelle victoire de gauche ces candidats putatifs peuvent-ils s'inspirer en Europe? De quelle victoire de la gauche européenne peuvent-ils s'inspirer? On n'a pas eu tant que ça récemment. Récemment réélu, c'est au Danemark. C'est une gauche très, très sévère sur les questions de sécurité et d'immigration. C'est Danemark et Grande-Bretagne. Exactement, et qui oui, aussi... sa mère, bien sûr. Officiellement, ils ne sont plus en Europe. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut être solide sur le régalien, sur l'immigration et la sécurité. Alors ça, c'est l'inspiration. Enfin, c'est ce qu'on pourrait presque appeler le modèle suédois. Enfin, pas suédois, pardon, scandinave et notamment Danemark et norvégien, qu'on oublie trop. Et effectivement, c'est des formations social-démocrates qui sont très fermes, mais très très fermes sur les questions de sécurité et d'immigration. Et la gauche française ne veut pas entendre parler. L'autre gouvernement qu'on a, c'est Sanchez en Espagne, mais qui est en grande difficulté avec des affaires de corruption, comme régulièrement frappe le Parti socialiste ouvrier espagnol. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat. Votre livre, Marc Lazare, Crisis and Challenges of the European Left, c'est aux éditions Feltrinelli.
et Aurore Malval, on vous lit dans Marianne. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.